Et lui, de base, il voulait que je masse les gens toute nue et tout. Pour lui, c'était pas de la prostitution. Il m'a dit, bon, regarde, je t'ai ajouté plein de filles et tout sur les réseaux. Tu prends exemple sur elle, tu fais les mêmes photos qu'elle, tu fais les mêmes choses qu'elle, tu mets tel tarif. Et de là, j'ai commencé à recevoir des appels, j'ai commencé à recevoir des messages. Ça me disait, oui, c'est combien les passes, vous faites quoi? Je comprenais pas. Je savais pas ce que c'était une passe. Je savais pas ce que vous voulez ces numéros. 15 ans, on n'est pas mature. Hein. 15 ans, on est une enfant. Je suis née en France et j'ai grandi dans une famille, on va dire, dysfonctionnelle. Mes parents, ils ont quitté le pays parce que ils étaient en guerre. Et en fait, c'était un mariage qui était arrangé. Et j'étais une petite fille de base, j'étais timide et j'étais très réservée, pas très sociable aussi. Beaucoup dans son coin, qui passait son temps à lire, qui sortait pratiquement jamais non plus. J'allais pas au parc jouer avec les amis, tout ça et tout, je restais chez moi. Selon les associations en France, entre 15 et 20 000 mineurs entre 11 et 18 ans se prostituent pour 70% d'entre eux des jeunes filles. Peux-tu nous dire ce qui t'a poussé, toi, à plonger dans la prostitution? À mes 13 ans, en fait, c'est là où j'ai commencé à faire des crises d'angoisse, des crises d'anxiété. Et je comprenais pas forcément d'où ça venait. Puis un jour, je sais pas, mon cerveau a commencé à se rappeler d'un souvenir. Je me suis faite violer par un ami de la famille quand j'avais 4-5 ans. Et j'ai eu une amnésie traumatique par rapport à ce viol, de ce qu'on m'avait expliqué. Tout est revenu d'un coup, quand je suis allée dormir, quand ce monsieur était là à côté de moi, et ce qui s'est passé par la suite. De ce que ma mère, elle m'a dit, mais le lendemain, quand j'allais aux toilettes, j'avais du mal à faire pipi. Que ça me piquait, que ça me faisait mal. Mais ça l'a pas alerté plus que ça. Et surtout qu'à l'époque, on s'était pas comme aujourd'hui, où on est un peu plus informé par rapport à ça. Et du coup, j'en ai parlé avec l'infirmière de mon collège. Elle, en fait, elle a prévenu la brigade des mineurs. Et ça s'est pas bien passé, en fait. L'entretien avec l'inspecteur. Parce que avant de m'auditionner, il m'a dit par contre, j'espère que tu ne mens pas. Et moi, j'avais 13 ans, donc c'est la première fois je me fais interroger par la police. Et il me dit ça, donc je me dis, mais je comprends pas, pourquoi je mentirais, j'ai 13 ans, je suis... Ouais, j'ai douté de moi parce que j'ai trouvé ça très fort de dire ça. C'est comme insinuer que je suis une menteuse. Et après, à la fin, il m'a demandé si je voulais porter plainte. Et là, je me suis dit, j'ai réfléchi pendant un moment, j'ai dit non, j'ai pas voulu porter plainte. Et je regrette en fait de pas avoir porté plainte. Peut-être ça aurait abouti quelque chose. Tu as été recrutée sur les réseaux sociaux par un premier proxénète quand tu avais 16 ans. Peux-tu nous raconter comment ce premier contact s'est déroulé? Moi, à la base, j'étais une jeune fille qui parlait pas forcément aux hommes. Je les fréquentais pas plus que ça. Et dans ma famille, il y a que mon père que je connais. Et du coup, des cousins, mais sans plus. Et quand je suis allée sur les réseaux, c'est là où j'ai commencé à recevoir des messages de la part d'hommes. Et là, en fait, il y avait un garçon qui m'avait envoyé un message. Il faut savoir que lui était plus âgé que moi, il avait 19 ans à l'époque. Moi, j'avais 15 ans. Au début, c'était qu'une relation de flirt. Puis petit à petit, ça a basculé comme une emprise. Et comme moi, j'ai jamais connu l'amour sain, on va dire, dans ma famille, ce qui est une relation amoureuse, parce que chez moi en tout cas, c'était interdit, je voyais pas les petits signaux rouges. Les petits signaux qui disaient ah lui il est pas bon. Et lui de base il voulait que je masse les gens toute nue et tout. Lui c'était le premier proxénète du coup. Pour lui c'était pas de la prostitution, le fait d'aller masser des hommes contre de l'argent. Au début j'avais dit non et puis je voulais pas le décevoir, je voulais pas le rendre triste parce que lui il jouait aussi sur ça. T'es sérieuse et tout. En fait, tu peux te faire plein de sous, des choses comme ça. Et c'est avec le deuxième proxénète que j'ai commencé vraiment à rentrer, on va dire, dans la prostitution. Et en fait, c'était une recruteuse qui m'avait trouvée. Parce qu'en fait, le premier proxénète, il m'avait créé un faux compte sur des sites de prostitution et sur les réseaux. Il avait mis mon numéro de téléphone, mon vrai numéro, sans m'avertir.
Et de là, j'ai commencé à recevoir des appels, j'ai commencé à recevoir des messages. Ça me disait, oui, c'est combien les passes, vous faites quoi? Je comprenais pas. Je savais pas ce que c'était une passe. Je savais pas ce que vous voulez ces numéros. Moi, j'étais très attachée à ce garçon. Bah, j'ai décidé de l'écouter, j'ai décidé de faire ce qu'il m'a dit de faire. Il m'a dit, bon, regarde, je t'ai ajouté plein de filles et tout sur les réseaux. Tu prends exemple sur elle, tu fais les mêmes photos qu'elle, tu fais les mêmes choses qu'elle, tu mets tel tarif. Il me disait, tu te feras plein de copines, tu te feras plein de voyages, tu te feras plein d'argent. Les mecs, ils ont toujours le même type de profil. Ils sont gentils au début, sympas, respectueux. Ils vont te draguer. Ils vont tout faire pour que tu sois attaché à eux. Ça commence par du flirt. Et dès que tu es tombé on va dire dans la toile, bah, ils vont jouer avec toi. Avec tes sentiments. À 15 ans, on n'est pas mature. Hein. 15 ans, on est une enfant. Je pense pas qu'à 15 ans, on décide de nos propres choix. Hein. Ils savaient très bien ce qu'ils faisaient. Ils savaient très bien ce qu'ils faisaient. Maintenant, moi, aujourd'hui, avec le regard de la jeune femme que je suis, je sais que c'était pas normal, en fait, ce qu'ils faisaient. C'était des violences verbales au début. Ferme ta gueule, espèce de conne, des trucs comme ça. Puis après, ça bouscule par des violences psychiques, même morales. Hein. Et après, bah, ça va plus loin, ça va dans les violences sexuelles et les violences physiques. Pourrais-tu décrire les profils de tes clients? Y avait-il un profil type? Je pense que les gens, ils sont un peu dans le stéréotype, ça doit être un homme qui n'a pas de femme ou qui n'arrive pas à avoir de relations sexuelles ou quoi, alors que loin de là, en fait. Loin de là, c'est de tout type. C'est des hommes qui sont même mariés, des hommes qui sont des jeunes hommes aussi de mon âge. Peu importe l'origine, peu importe le milieu social. Oui, même la richesse, ça voulait rien dire. Ça pouvait être de tout. Quand tu vas sur les réseaux sociaux, surtout Instagram, Snapchat ou même Twitter, peu importe, tu vas tomber sur des contenus assez explicites. Je dirais pas pornographiques, mais on met en avant l'hypersexualité aussi. On va pousser un peu cette image de l'hypersexualité sur les réseaux sociaux. C'est le fait aussi que même tu ne postes pas une photo de toi à caractère sexuel, ça n'empêche pas que des hommes vont quand même venir te demander, oui, est-ce qu'on pourrait se voir pour tel prix et tout. Il faudrait que les réseaux sociaux aussi, bah, ils fassent quelque chose parce que c'est bien beau de dire à 13 ans on peut créer un réseau social, on peut avoir un compte. Mais c'est là où il y a tous les prédateurs. C'est très facile de manipuler une jeune fille de 14 ans, de lui faire croire tout et n'importe quoi. Aujourd'hui, maintenant, on peut même trouver des mecs qui ont 14 ans. Hein. Mais moi, à mon époque, eux, ils avaient 20 ans, ils avaient 19 ans, ils avaient 23. Et moi, ce que je peux dire aux jeunes filles, c'est de faire attention à ce genre de personnes et de les dénoncer. La prostitution, ça peut le tuer, pas que physiquement, mais même mentalement. C'est comme si j'étais plus là. C'était limite si j'étais pas devenue un légume. C'est comme si j'avais plus le droit de parler, plus le droit d'ouvrir ma bouche. Et ils ont commencé à me forcer à prendre de la cocaïne, de prendre ce type de drogue. Ils disaient que la cocaïne, ça donnait de l'appétit sexuel aux femmes. Et que ça nous permet aussi d'être éveillés aussi, comme ça, de pas être fatigués. Parce que souvent, les clients, ils venaient plus le soir, la nuit, tout ça. Ou même après le travail. J'arrivais pas à dormir. J'essayais, hein, mais mon esprit, il était tellement broyé que même le sommeil, je trouvais pas. Mon corps, je pouvais plus me le voir. Je pouvais plus me le voir autant comme ça, autant dans un miroir. Parce qu'il était abîmé. Il était abîmé et je me trouvais pas belle. Je me trouvais horrible, moche. En fait, je mettais toute la culpabilité en moi, en fait. Je mettais toute la faute sur moi. Je disais que c'est ma faute. Si j'ai fait ça, c'est ma faute. Si j'ai choisi de faire ça. J'avais trop honte de moi. Parce que on est des gamines, on est des petites filles. Mais on grandit. Et en fait, ça nous impacte mentalement. Dans ton livre, 16 ans prostituée, tu écris
On dit que la prostitution est le métier le plus vieux du monde, peut-être, mais il est surtout le plus triste. Comment t'en es-tu finalement sortie, après 3 ans d'emprise et de violence? C'est quand j'avais eu 19 ans, on a commencé à me maltraiter, à me frapper, on me violait aussi, qu'on m'avait séquestrée. C'était déshumanisant aussi. En tout cas, quand j'ai eu 19 ans et que j'ai fini à l'hôpital et que j'ai fini en réanimation et que de là, moi, j'avais décidé de porter plainte. C'est là, en fait, qu'on va se dire, ça m'a réveillée, en fait, de ce milieu-là. Moi, on m'avait prévenu. L'association Sharon m'avait prévenu. Mais à ce moment-là, moi, je les écoutais pas. Je me disais, bon, les adultes m'ont toujours traité de menteuse. Enfin, depuis mon premier viol, la police qui me dit oui, j'espère que tu ne mens pas. Mes parents qui m'ont pas soutenue par rapport à ce viol. Pour eux, je cherchais les problèmes. Pour eux, c'était t'accuses quelqu'un pour attirer l'attention. Quand j'ai commencé à aller voir une psychotrauma de l'association Sharon, que je voyais régulièrement, il y avait Claude que je voyais régulièrement, du coup Claude la sexologue, et qui m'ont aidé à changer en fait, à évoluer, à reprendre estime en moi, confiance en moi, de savoir ce qu'est la différence entre le désir et entre le oui et le non, le consentement, savoir imposer des limites. Petit à petit, ça aboutit au fait que j'ai changé mon style vestimentaire, j'ai changé ma façon de m'habiller, de me coiffer, essayer de reconnaître un peu les drapeaux rouges, on va dire. Si j'ai une relation amoureuse aussi, voir aussi ce qu'est l'amour sain aussi. J'ai accepté de témoigner parce que j'avais envie que les gens sachent que c'est pas un milieu comme ils ont envie de faire croire. Les gens pensent que c'est un choix, que c'est un travail. C'est pas un travail, c'est pas un choix. Surtout quand on est une jeune fille, on a 15 ans, on décide de faire ça, c'est pas normal. Parce qu'il faut savoir aussi, la majorité du temps, c'est des jeunes filles, mais c'est des jeunes garçons aussi, qui se prostituent, c'est qu'ils ont subi aussi des violences sexuelles étant jeunes. Les jeunes filles, elles sont fragiles psychologiquement, mentalement, et elles sont beaucoup plus faciles à appréhender. C'est plus facile de mettre elles sur le trottoir, de mettre elles sur les sites, parce que les parents ne sont pas là, et aussi quand tu grandis dans une famille dysfonctionnelle aussi, c'est pas facile. C'est aussi par rapport aux parents qui comprennent pas comment leurs enfants vont vers ce chemin-là aussi. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Je suis en pleine période de recherche de logement. Je cherche un travail actuellement, mais là, je vais reprendre mes études aussi. J'aimerais faire psychologue pour enfants. Niveau relation, j'ai un copain qui est adorable. Vraiment, il est adorable et qui est respectueux, qui est pas dans le jugement, qui est pas mauvais. Ça, c'est le genre de relation que j'ai pas connu. En tout cas, depuis mon enfance et que je n'ai pas vu aussi au sein de mon entourage. Et aujourd'hui, sais-tu où sont tes anciens proxénètes? Ont-ils été condamnés? Non, ils n'ont pas été condamnés. Il y a eu proxénétisme, séquestration, viol, blessure physique. En fait, j'ai porté plainte. À part le fait qu'ils doivent se pointer chaque matin au commissariat, pour le viol, moi, j'ai toujours pas eu de nouvelles. Parce qu'en fait, ils me disent que la procédure du viol, ça prend beaucoup de temps en France. J'ai appelé du coup mon avocate, j'ai demandé où ça en est. Et même elle a dit l'affaire est toujours en cours et je comprends pas pourquoi elle est encore en cours. Je les côtoie plus, ils ont pas le droit de me côtoyer, je sais pas ce qu'ils deviennent. Je suis sûre qu'ils doivent sûrement recommencer leur activité. Mais ils ont aucun respect pour la femme, ils ont aucun respect pour l'être humain en général. Est-ce qu'ils ont été en prison? Est-ce qu'ils ont pris 20 ans? Même pas. Enfin, je me sens pas totalement guérie de tout ça. Moi, je trouve pas que j'ai eu justice, en tout cas. Ça n'a pas été classé sans suite, mais Dieu merci. Mais ça fait 4 ans que j'attends. Est-ce que ça t'arrive d'avoir encore peur?